Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée au bilan des campagnes Internet virales de cette moitié d'année écoulée. Et ensemble, avec notre invité, nous allons avec le recul reparler de ces campagnes pour comprendre les raisons de leur succès et leur portée aujourd'hui. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Grégory Pouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence La Mercatique et spécialiste des stratégies digitales. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous donner la parole tout au long de cette émission. On va ouvrir ce numéro de Sur le Web avec le drame humanitaire de ces dernières années. Le 15 mars, le monde a marqué les 3 ans de la guerre civile en Syrie. Je rappelle que ce conflit est considéré comme la plus grave crise humanitaire du XXIe siècle. Une campagne sur Internet avait alors été lancée au mois de mars, à cette occasion au travers du hashtag WithSyria avec la Syrie. Le but était d'appeler la communauté internationale à, je cite, agir pour mettre un terme aux affrontements sanglants. Et l'artiste Banksy a lui aussi manifesté son soutien en publiant une nouvelle version de l'une de ses œuvres les plus célèbres. Vous allez le voir, il s'agit de la petite fille au ballon accompagnée du hashtag WithSyria. Vous le voyez à l'écran. On voit également que la petite fille, cette fois-ci, est voilée. Le graffiti avait connu un succès mondial. Avant de vous donner la parole, Grégory, je vous propose de regarder cette vidéo qui accompagne le graffiti de l'artiste. On March 15th, 2014, the world will wake up to the 3rd anniversary of the bloody conflict in Syria. Paper cup of the boat. Place we were born to the land of the free. Carry both of us, carry her, carry me. Alors Grégory, certains ont critiqué le graffiti en estimant que d'une part les victimes n'étaient pas toutes musulmanes et d'autre part certains ont noté le fait que pas toutes les familles musulmanes ne portaient, pas toutes les femmes musulmanes ne portaient le voile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, ce qui est intéressant avec les phénomènes sur Internet en général, c'est qu'il y a toujours des gens pour critiquer. Donc il ne faut pas nécessairement faire attention à toutes les critiques parce qu'en réalité, si on commence à regarder les critiques, nécessairement on finit par... en fait, on n'a jamais de solution qui satisfont tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose est fait sur Internet, comme tout le monde peut s'exprimer, nécessairement, il y a des critiques qui viennent. Moi, je pense que c'est une bonne démarche de sa part et c'est un bon appui parce qu'en fait, ce genre d'opération qui fonctionne avec des hashtags, c'est vraiment une question de célébrité du mouvement. Et donc, quand une personne comme celle-là fait quelque chose d'aussi fort, nécessairement, ça aide le mouvement. Même quand il y a des critiques, finalement, quelque part, ça en fait parler. Et à ce stade-là, c'est ça qui est nécessaire. Alors, je ne rentrerai même pas dans de savoir si toutes les femmes musulmanes portent le voile ou c'est parce que c'est pas vraiment la question en fait. La question c'est de se soucier de la problématique et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors justement à propos de faire parler du mouvement, vous l'avez dit, c'était vraiment, enfin faire parler de la guerre, pardon, c'était vraiment le but de la vidéo. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut dire que certains ont participé à cette campagne pour se donner un peu bonne conscience parce que finalement ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que parler de ça? Nécessairement, c'est-à-dire que dans tout ce type de campagne, forcément, quand on prend parti, soit on a des convictions fortes, et c'est sans doute le cas d'un certain nombre de personnes. Dans son cas, lui, je ne peux pas m'avancer parce que je ne peux pas dire, je ne le connais pas personnellement et je n'ai jamais discuté avec lui, donc ça serait un petit peu difficile de dire si lui est vraiment impliqué ou si uniquement pour se donner bonne conscience. La réalité est que forcément, quand on participe à ce genre d'opération, soit c'est quelque chose qui nous tient à cœur énormément, soit c'est effectivement pour participer ou simplement se donner bonne conscience. Dans son cas à lui, je ne suis pas certain que ce soit juste pour se donner bonne conscience, c'est simplement de participer dans un mouvement de foule. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant sur Internet, c'est que les gens peuvent s'allier pour le pire, mais aussi pour le meilleur, évidemment. Et en l'occurrence, c'est pour le meilleur ici.
D'accord, très bien, merci Grégory. On va parler à présent d'un autre conflit, un conflit en Europe. Évidemment, l'un des autres conflits qui a occupé le devant de la scène Internet ces derniers mois, c'est évidemment l'Ukraine. Les deux camps se sont affrontés sur les réseaux sociaux en opposant leur propre vision des combats. Regardez ce reportage, nous avions diffusé le 28 janvier dernier. Regardez ce que ça donnait à l'époque. La situation continue de s'embraser en Ukraine. Le Premier ministre Mykola Azarov a démissionné aujourd'hui. Une annonce faite alors que le mouvement de contestation se poursuit intensément sur les réseaux sociaux. Les Euromaidan ont ainsi pris d'assaut hier Twitter et ont lancé leur première opération numérique de grande ampleur appelée Twitter Storm. En quelques heures à peine, des cybermilitants ont propulsé le hashtag Digital Maidan en numéro 1, des sujets le plus tweetés dans le monde. Une véritable tempête sur Twitter qui comptabilise plus de 70 000 tweets échangés avec ce mot-clé sur les comptes de personnalités et de la presse tout au long de la journée. Les leaders de l'opération ont ainsi appelé leur soutien à créer de nouveaux comptes Twitter sur leur Facebook Euromaidan. Les organisateurs renvoient également les militants vers un site leur donnant accès à 80 tweets préfabriqués prêts à être envoyés en masse aux 110 comptes Twitter ciblés tels que Barack Obama, Hillary Clinton ou David Cameron et des people comme will.i.am, Ashton Kutcher ou encore la directrice du Huffington Post, Anne Sinclair. Ces utilisateurs ciblés ont aussi reçu un lien vers la vidéo intitulée Le prix de la démocratie qui met en parallèle la mobilisation pacifique des pro-européens, place de l'indépendance à Kiev et les violences des forces de l'ordre de ces derniers jours. Mais malgré leur organisation, plusieurs cybermilitants ont fait savoir que leur compte Twitter avait été suspendu hier. Aujourd'hui, après 2 jours de tweets intensifs, les participants espèrent les premières retombées. Alors voilà pour cette vidéo qui avait été diffusée dans notre émission le 28 janvier. Grégory, est-ce que ce recours aux réseaux sociaux a suffi pour alerter le monde ? On avait un peu l'impression à l'époque que les manifestants jouaient leur dernière carte finalement. Alors en fait, généralement, Internet arrive souvent tard dans la prise de conscience, enfin dans les outils qui sont utilisés pour la prise de conscience. Donc c'est effectivement souvent une sorte de dernier recours parce que généralement on passe par des voies qui sont plus classiques. Mais par contre, c'est un élément qui est extrêmement puissant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on fait d'Internet un outil politique fort dans la mesure où on peut galvaniser dans une certaine mesure les foules à travers Twitter, à travers Facebook et assez simplement parce qu'en fait il y a des mouvements de boule de neige qui se créent à partir du moment où on a ce système de hashtag donc qui est un mot-clé finalement on n'a pas expliqué mais où il y a un mot-clé que les gens reprennent en fait on peut suivre le nombre de personnes qui reprennent ce hashtag et ça crée des mouvements. Mais ce même mot-clé peut être détourné par des anti. C'est notamment le cas en Israël. Chaque fois, par exemple, qu'une organisation pro-israélienne ou l'armée israélienne même lance une campagne sur Twitter, elle est systématiquement, entre guillemets, trollée, spammée par des personnes qui sont contre la campagne. Non, bien sûr. Bah, évidemment, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des mouvements de force. Donc ça va être un groupe contre l'autre, comme vous pourriez l'avoir dans la réalité, hein, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se servent d'Internet comme d'un outil politique. Et maintenant, alors c'est vrai qu'on voit des petits mouvements, donc des petites piques qui sont envoyées par-ci et par-là. Mais dans ce genre de situation, c'est vraiment plutôt quelque chose qui arrive à la fin, j'ai envie de dire, que quelque chose qui va arriver en début de problématique. Alors, est-ce que tout de même, on peut considérer que l'utilisation des réseaux sociaux en Ukraine a été un succès comparativement à ce qui s'est passé en Syrie ? Je pense que oui. En fait, il y a plusieurs mouvements qu'on voit en parallèle. En fait, ce qui est compliqué pour les personnes qui sont sur Internet, finalement, c'est que entre les mouvements qu'il y a eu pour l'Afrique avec les filles qui ont été enlevées... On va en parler tout de suite après. Il y a effectivement énormément de sujets. Donc après, c'est compliqué de savoir lequel a pris le pas sur l'autre aujourd'hui. Je pense que c'est un outil qui a été extrêmement bien utilisé dans le cadre de cette campagne, enfin de cette campagne, si on peut appeler ça comme ça, de cette sensibilisation, on va dire. Je sais pas dire, aujourd'hui, j'ai pas de statistiques qui me permettent de dire si ça a été plus efficace ou pas que l'autre. D'accord, Grégory, on va clôturer sur le sujet de l'Ukraine par cette vidéo. Tout de suite après, on parlera de l'Afrique. Regardez cette vidéo, c'était I'm an Ukrainian. Cette vidéo avait cartonné sur YouTube. Je suis un Ukrainien. Regardez. Je suis ukrainienne, native de Kiev, et maintenant je suis à Maïdan, dans la partie centrale de ma ville. Je veux que vous sachiez pourquoi des milliers de personnes sont dans la rue, partout dans mon pays. Il n'y a qu'une raison.
Nous voulons être libérés de la dictature, nous voulons être libérés des politiciens qui ne travaillent que pour eux-mêmes, qui sont prêts à tirer, à frapper, à blesser des personnes simplement pour garder leur argent, simplement pour garder leur maison, simplement pour rester au pouvoir. Je sais que peut-être demain, nous n'aurons plus de téléphone, plus de connexion Internet et que nous aurons peur. Et peut-être les policiers nous tueront les uns après les autres. Vous pouvez nous aider seulement en relayant ces faits à vos amis, seulement en partageant cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la. Voilà donc pour l'Europe, on passe à l'Afrique. 1 600 000 tweets et 160 000 photos accompagnées du hashtag BringBackOurGirls. Rendez-nous au office et le bilan de quelques heures à peine de tempête virale sur Internet en faveur des otages des lycées kidnappés au Nigeria. Je vous rappelle que 200 adolescentes avaient été faites otages par les islamistes de Boko Haram. Ce mouvement a été initié par les familles des victimes qui, pendant plusieurs jours, n'ont pas été entendues par les médias. Jusqu'à ce que la réalisatrice et mère de famille américaine Rama Mosley ait décidé de s'emparer de l'affaire en créant une page Facebook qu'on va voir à l'écran et en lançant en même temps que cette page Facebook le hashtag BringBackOurGirls. Donc regardez la vidéo qu'elle a mise en ligne sur YouTube pour attirer l'attention des médias. Grégory, par rapport à cette campagne de Bring Back Our Girls, est-ce que vous pensez qu'on a là l'exemple même de mobilisation virale qui a changé l'histoire dans le sens où les dirigeants du monde se sont mobilisés après la campagne virale ? En fait, ce que je trouve intéressant dans cette campagne, il y a beaucoup de choses. C'est à partir du moment où effectivement Michelle Obama a commencé à prendre ce panneau et à l'afficher, qu'on en a beaucoup parlé. Avant, ça restait un mouvement assez peu connu malgré tout. Et à partir du moment où Michelle Obama, évidemment, a pris part à la campagne, ça lui a donné une portée monumentale. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Internet, c'est qu'on peut, et c'est ce qu'ont essayé dans les exemples qu'on a vus précédemment, de sensibiliser les personnes qui sont actives et qui ont un pouvoir de recommandation ou une influence extrêmement forte, que ce soit en ligne ou hors ligne, dans le cas de Michelle Obama, qui a évidemment les deux. Donc oui, effectivement, c'est un exemple du type. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est effectivement en particulier très intéressant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est évidemment, et comme on le disait au tout début, c'est la reprise, c'est-à-dire à partir du moment où Michelle Obama a montré ce panneau, elle a été reprise, on a effacé ce qui était écrit sur Photoshop pour écrire d'autres choses, d'autres messages, pour sensibiliser son mari sur d'autres problématiques. Donc quand je vous parlais tout à l'heure des détracteurs, il y a toujours des gens qui vont reprendre ce qui est sur Internet pour refaire quelque chose. Ça, il faut toujours se méfier de ce genre de choses. Mais oui, pour répondre à votre question, je pense que c'est effectivement un exemple, dans le sens où vous avez une célébrité, une personne aussi influente que Michelle Obama qui prend part à la campagne. À partir de ce moment-là, ça prend une dimension qui n'a plus rien à voir avec celle qui était à l'origine. Alors justement, à propos des détournements qui n'avaient rien à voir avec l'origine, est-ce que vous pensez du coup que les personnalités vont continuer d'accepter à se prêter au jeu de campagne en prenant le risque d'être détournées ? Alors en fait, il y a plusieurs manières de prendre part à une campagne. Je pense que la leçon qui a été prise en termes de RP, finalement, de relations publiques, c'est de ne pas montrer un panneau blanc dans ses mains. Parce que c'est le panneau blanc de Michelle Obama qui a été le plus détourné, finalement. Complètement. En fait, la problématique n'est pas tant d'avoir participé à la campagne, la problématique, c'est d'avoir un panneau blanc dans les mains qui est donc facilement détournable par essence. Et donc, ça veut dire que n'importe qui peut vous faire dire n'importe quoi que vous aurez entre vos mains. C'est ce qui était le cas pour Michelle Obama, mais on peut l'imaginer pour
plein d'autres situations. Donc, ne jamais tenir un panneau blanc entre ses mains sur Internet. Les gens feront sans doute mauvais usage. Absolument. Grégory, pour terminer, quelle a été votre campagne marquante de ce début d'année? Ça peut être aussi une campagne que l'on n'a pas citée. Alors moi, je m'intéresse énormément à ce qui se passe dans le domaine de la publicité, évidemment. Et ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est la manière dont... Alors je suis désolé, c'est beaucoup moins prenant, sans doute beaucoup moins intéressant, mais en tant que marketeur, moi je m'intéresse aussi à ce que font les marques. Je vous en prie. Et je trouve que c'est intéressant ce que fait Evian en l'occurrence sur sa campagne sur les bébés et sur l'eau donc et en l'occurrence celle qu'ils ont fait avec Spider-Man absolument assez réussie dans le sens où elle est complètement intégrée à ce qu'on appelle la pop culture. Merci beaucoup Grégory de vos explications. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous donner vos éclairages. Je vous donne rendez-vous mercredi 22h10 sur d'Israël pour notre émission mensuelle consacrée à l'analyse des vidéos virales du mois qui vient de s'achever. Et jeudi pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.